Bagarros, bagarreurs, bienvenue à la bagarre. Ce soir, on reçoit Kevin Omar. Salut Kevin. Salut. Salut Jeep. Pas encore 30 ans et déjà, tu es presque un vétéran du circuit. Effectivement, tu as commencé ta carrière en 2013. C'est Tu as ça. enchaîné après, tu étais très actif, 3 combats par an jusqu'en 2015. 2016, tu as un peu ralenti. En plus de ça, tu faisais du sanda, 5 titres de champion de France, du kickboxing. 2017, tu fais qu'un combat. Ouais. Mais tu prépares quelque chose. Un coup de maître. Tu disparais des circuits. Tu dis à tes parents que tu vas faire une petite école de commerce. Tu choisis la destination, le Brésil. Et là, tu t'inscris dans un club de jiu-jitsu brésilien. Bravo, magnifique. Merci. Tout étudiant a rêvé de faire ça. Tu réapparais sur le circuit en 2021. Tu signes à l'UAE Warrior. Et récemment, tu as combattu pour la ceinture de l'UAE Warrior seulement après 3 combats dans l'organisation. C'est ça. Avant de reparler de tout ça, parle-nous du Brésil. Alors, le Brésil, il y a tellement de choses à dire. Parle-nous de ton Sur le arrivée au Brésil, Brésil. mais, Pourquoi tu as choisi Sao Paulo et pourquoi Alors, pourquoi en fait, déjà à la base, donc j'étais en école de commerce. C'est pour ça qu'au début, j'avais un peu arrêté ma carrière parce que D'accord. j'étais à Toulouse et donc du coup, je m'entraînais beaucoup là-bas sur l'Est. Mais bon, après, les structures, pardon, n'étaient pas les mêmes que sur Paris. Et j'étudiais beaucoup aussi et donc du coup, j'avais pas forcément le temps de combattre. Après, il y a eu mes stages, donc je travaillais, donc c'était un peu compliqué. Et à la fin de mes études, j'avais l'opportunité de partir à l'étranger 6 mois. D'accord. Et il fallait que je choisisse la destination. Donc du coup, j'ai choisi le Brésil pour pouvoir m'entraîner et étudier là-bas. Donc j'ai pu faire valider mon diplôme là-bas en allant à l'université là-bas. Et à côté de ça, je pouvais m'entraîner tous les soirs ou les matins. Parce que j'avais cours lundi, mardi et mercredi après-midi, il me semble. Mais le matin, j'étais libre et à partir du jeudi, j'étais en week-end. Donc, c'était cool. Le rythme. Grosso modo, il était déjà super bon, tu vois, en pied-point. Et là, en plus, il devient super bon au sol. Et d'ailleurs, depuis, c'est 5 victoires par soumission. Super bon au sol, je dirais pas ça, mais je me suis bien amélioré. Ouais. Après, j'avais commencé à gagner par soumission avant d'aller au Brésil. Oui. Mais Et oui, t'intègres quelle bien académie amélioré. quand tu arrives au Brésil, t'intègres quelle académie en jiu-jitsu brésilien? Parce que tu as fait jiu-jitsu brésilien et MMA. Et MMA, c'est ça. Alors, j'étais à l'AT Jiu-Jitsu. D'accord. C'est un petit club donc, sur Sao Paulo, dans le nord de Sao Paulo. Et pour le MMA, j'étais 011 MMA. D'accord. C'était un club pareil sur Sao Paulo avec pas mal de combattants de l'UFC, du Bellator, un peu de partout. Alors, raconte-nous un peu comment se passe un gros l'intégration, niveau. parce que c'est que le Brésil, c'est assez particulier en termes de mentalité. Et souvent, il faut faire tes preuves pour être respecté, entre guillemets, dans le. Comment ça s'est passé pour toi? Moi, c'était spécial, on va dire, parce que je suis arrivé, j'ai découvert le club un peu par hasard. En fait, je suis parti dans un club parce que je cherchais justement des gens pour m'entraîner. Et j'ai fait un test dans un club et on m'a dit oui, et on m'a mis avec des amateurs. Donc je me suis entraîné et donc le niveau était vraiment bas. D'accord. Parce que vraiment c'était un cours débutant. Oui. Et je demandais aux mecs, est-ce qu'il y a des personnes, des pros dans le club, etc. Ils m'ont dit, viens tel jour. J'étais le vendredi matin à tel endroit. D'accord. Ok, pas de problème. Et le lendemain, je suis parti dans un autre club, j'ai fait la même chose. Et il m'a dit aussi, viens vendredi matin à tel endroit. C'était le même endroit. C'est toujours le même. Et là, je me suis dit, il doit y avoir un truc là-bas. Et donc, du coup, je suis arrivé là-bas et on m'a dit, aujourd'hui, c'est sparring. Donc, sparring pro et il y a une liste avec telle personne va passer avec telle personne, etc. Ouais, c'est vrai qu'il faut par beaucoup ça au catégorie de Brésil. poids. Et du coup, on était tout le monde qui est autour de la cage et tu as 2 personnes qui sont en sparring en même temps. Ah oui, c'est vraiment sparring. Il y a personne d'autre qui D'accord, tout le fait un monde sparring te regarde, quoi. pendant que les personnes qui sont dans la cage font un sparring. Et donc, à un moment donné, ça vient à mon tour. Et donc là, je rentre et Pression, je vois en face de moi, il y a un poids lourd. Vainqueur du TUF Brésil qui était à l'UFC. Ah ouais. Ah oui. Tu veux Et dire là, son nom? il venait de combattre, il s'appelle Marcos Pezan. D'accord. C'est Rogerio de Lima, maintenant il est en poids lourd à l'UFC. À ce moment-là, il venait de combattre contre Owen Saint-Preux. Ah oui, Donc, du niveau de fou. Là, je tombe sur lui, je me dis, Et tu sais voilà. qui c'est quand tu montes dans la cage? Ouais, je sais qui c'est. Ah ouais. Petite pression. je sais qui c'est. Petite pression, Et tranquillement. donc là, du coup, je me dis, Petite pression. c'est le moment. Hein. Et donc, du coup, je me lâche. En pied-point, ça va, c'est plutôt équilibré. Ouais. Donc, j'étais content. Je me Bon, dis, quand même, ça ça te va. rassure, quoi. Tu dis, Je bon, suis rassuré. ouais. Au bout de 2 minutes, il tente le premier takedown, il me ramène au sol. Et pendant 3 minutes, je me relève plus, je prends des coups. Ah ouais. Donc, j'arrive plus à me lever, impossible. Et il me met des coups pendant 3 minutes. Et toi, qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là? Je me dis, le round suivant, faut que je mette les bouchées doubles. Sauf que le round suivant, il m'amène au sol un peu plus vite. Parce qu'il a vu qu'en pied-point, c'était compliqué. Enfin, D'accord. compliqué, c'était équilibré. Et qu'au sol, il était Il bien dominait, au-dessus. quoi. Ouais.
Et de là, bah, il a vu que je lâchais pas, je donnais tout pour me relever, j'essayais. Et il a plutôt aimé. Et il m'a dit, ouais, reviens la semaine prochaine si tu veux venir même aux entraînements normaux pour t'améliorer. Donc il m'a proposé des créneaux en jiu-jitsu, des créneaux en pied-point, des Donc créneaux. t'as gagné Et vite il le m'a dit respect de quand même. venir, voilà, c'est ça. Et Très la bien. semaine d'après, je suis revenu, D'accord. j'ai tourné avec lui encore une fois et d'autres personnes. Et ça s'est bien passé. Il y en avait D'accord. d'autres, bah, du coup, c'était même un peu compliqué pour Ouais. eux, pour certains par rapport à la partie vraiment. Et de là, ils m'ont super bien accueilli. On a continué à tourner, on allait, parfois on combattait, on se suivait, on allait tous ensemble. Et jusqu'aujourd'hui, on parle encore super bien. Donc, Top. Ouais, mais après, une fois que t'as accepté. C'est ouais, ça, voilà, faut c'est vraiment ça. passer Enfin, la première étape. exactement. Et Et la moi, du tienne, coup, elle enfin, était j'ai pas passé évidente. Ouais. plutôt bien. Mais ouais, c'était une surprise un peu au début. Jusqu'aujourd'hui, comme je disais, on s'entend super bien. Il m'a proposé de venir à Miami m'entraîner à American Top Team. Donc, Ça montre le niveau. super bien. Ouais. Et t'as pas connu que lui, qui est aujourd'hui à l'UFC. Tu as connu aussi un Alex Pereira. Oui, Pereira, oui, bah, moi qui est champion à l'UFC. Donc après, lui, c'est un peu différent parce qu'en soi, on s'est entraîné 2 fois ensemble, il me semble. Parce qu'on n'était pas du tout dans le même club. Moi, j'avais nos clubs avec qui bah, je m'entraînais tout le temps. Et parfois, de temps en temps, j'allais dans d'autres clubs un peu pour tourner, voir d'autres personnes. Et donc, une fois, justement, on était allé dans le club de Pereira. Et on avait tourné, je pense que c'était en 2019, il me semble. C'est assez récent quand même. Ouais, récent. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est déjà Alex Pereira, quoi. Ah oui, bah en pied-point, C'est ça. c'était... Oui, il a déjà son c'était niveau. mais- C'est ça, voilà, Mais MMA, voilà. on va dire qu'il était encore inconnu du grand public. Oui. Il avait 1 ou 2 combats, il me semble, à ce moment-là, en MMA. Et par contre, en pied-point, c'était le champion. Oui. Et donc, ben, moi, j'arrive, je me dis, bon, ok, bon, on va tourner. Ok, bon, bah, c'est Pereira. Ouais, c'était un cours de MMA, je m'en rappelle. Donc là, je me dis, bon, bah, par respect pour moi-même, j'ai quelqu'un du pied-point, il faut que je combatte un peu avec lui en pied-point, je reste debout. Et après, par contre, je l'amène au sol parce que sinon, il va m'allumer, quoi. Et alors, Et bah, on tourne et en pied-point, bah, il me touchait plus que je le touchais, mais ça va, j'arrivais quand même à le toucher. Et grande surprise, il m'amène au sol. C'est lui qui m'amène au sol et il me soumet. D'accord. Et là, j'étais choqué, je me dis, mais comment c'est possible? Et donc, du coup, bah, le round d'après, on retourne, et là, du coup, bah, il arrive plus à m'amener au sol. Mais, parce que je m'y attendais un peu plus, et alors qu'au début, il m'a vraiment pris par surprise. Mais franchement, bah, super expérience, parce que, bah, encore une fois, même lui, il était hyper ouvert. D'accord. Il accueillait tout le monde, enfin, que ce soit quelqu'un de connu ou pas connu. Il s'entraînait vraiment avec tout le monde. Il était super gentil. Donc là-dessus. Avant qu'on vienne sur tes combats, etc. Une petite question encore sur Pereira. Récemment, dans une interview, tu as dit ouais, que pour toi, le meilleur striker à l'UFC, c'était Adesanya. Avant que Pereira n'arrive. Ouais. Aujourd'hui que Pereira est arrivé, ce serait qui pour toi? Ce serait toujours Adesanya ou Pour moi, bah, le meilleur striker de façon générale, c'est Pereira parce que bah, il a prouvé par rapport à son kickboxing. Mais à l'UFC actuellement, je pourrais pas encore dire Pereira parce qu'il l'a pas encore assez prouvé pour moi par rapport à tout type d'adversaire. Alors que Adesanya, il a montré son striking sur tout le monde et pour moi, malgré le fait que Pereira ait quand même réussi à le battre, je pourrais pas aujourd'hui dire. Tu te détrônes pas des Ouais, pour moi, Adesanya, il est quand même en pied-point, en tout cas debout, striking, vraiment le côté vraiment striking. Je peux pas encore dire que Pereira, il a pas encore assez prouvé à l'UFC, en tout cas en MMA avec les petits gants, pour dire que c'est un meilleur striker. Mais c'est sûr qu'il est en bonne voie. Je pense que d'ici quelques combats, on pourra le dire. Mais pas encore. Faut respecter la carrière d'Adesanya. Je suis d'accord avec toi. Et en parlant d'un striker, parlons de toi justement de ton passé de kicker. Là, tu continues à kicker? Ouais, bah là, ça fait un petit moment maintenant que j'ai pas refait de combat. La dernière fois, c'était en 2020. D'accord. Parce que c'est ça, ça qui est assez étonnant. Excuse-moi, je te coupe. C'est ça qui est assez étonnant, c'est que t'es combattant MMA, combattant pro. Déjà, tu travailles, t'as un métier. À côté de ça, t'es combattant pro MMA. À côté de ça, tu dis, ça suffit pas. Je suis combattant Sanda, amateur. Ça suffit pas. En plus, je fais du kick. Mais... Pourquoi j'ai commencé donc le MMA en 2013 et j'avais commencé la compétition un peu avant. En pied-point, j'ai commencé par le championnat de Muay Thai. Dans mon club de pied-point qui est la Red Steam, donc le club de Red Saduki, qui m'avait poussé en fait essayer plein de disciplines. En gros, et là-bas, tout le monde fait un petit peu de tout, donc du K1, du Sanda, de la boxe Thai. Et après, chacun va vers ce qu'il préfère. Et moi, j'avais bien aimé m'essayer à plein de disciplines. Quand je pouvais mettre des low kicks, ça m'allait.
parce que le full, j'ai pas voulu en faire, mais et donc en plus avec la FFKMDA et tout, tu avais une licence qui te permettait de tout faire. Tout à fait. Ouais. Et donc du coup, en amateur, je faisais vraiment un peu de tout et ça me permettait d'avoir de l'expérience. Après, on m'a parlé du sanda, j'avais jamais fait un seul entraînement de sanda. Là, depuis, tu es champion Et de France. j'ai toujours pas fait d'entraînement de soldat. Je fais que des compètes. Non, je les remporte. C'est pas je fais que les remporte, c'est je fais que les Non, mais remporter. bizarrement, mais c'est vrai, à part avec l'équipe de France de sanda, parce qu'il y a des rassemblements, mais sinon, je m'entraîne jamais en sanda. Après, oui, tu retrouves le c'est ça, j'ai la chance, on va dire, d'avoir déjà fait plein de disciplines. Et donc, du coup, je me développe dans un petit peu tout. Et ensuite, il y a un combat, on m'explique les règles, ok, t'as le droit de faire ça ou t'as pas le droit de faire ça. Et la veille. C'est ça, non, pas forcément la veille, mais je sais que là, je vais faire du kickboxing, par exemple, donc je sais que j'ai pas le droit d'attraper la jambe, j'ai pas le droit de mettre de genoux. Là, je vais être en box style, donc je vais pouvoir mettre les coudes, ou il va falloir faire attention au clinch, etc. Et donc, du coup, en sanda, c'est, t'as le droit de amener au sol, mais t'as pas le droit de mettre les genoux, t'as pas le droit de certaines telles choses. Et donc, du coup, je m'adapte, en fait, à chaque fois, à chaque discipline. Et après, à l'entraînement, en soi, on le fait déjà. Tout à fait. Quand on fait les entraînements d'MMA, on dit, on fait un round, on est en anglaise. Personne va mettre un kick parce que tu sais que t'es en anglaise. Et donc, du coup, c'est juste la même chose, mais en compétition, quoi. Mais tu dis quelque chose en plus qui est vrai te concernant. Pour ceux qui ont vu tes combats, tes derniers combats, dans ton coin, lorsqu'on te dit quelque chose, tu es réactif, tu réagis directement aux consignes. Quand on te dit, ouais, tiens-toi droit, tu te tiens droit. Quand on te dit, ouais, pousse la tête, tu pousses la tête. Mais c'est illico. Il y a pas, même pas une seconde, tu réagis. Tu as cette capacité à écouter et à respecter les consignes tout de suite. C'est inné ou tu l'as travaillé, cette chose-là? Je sais pas si c'est inné ou pas. Après, travailler, en tout cas, je pense pas l'avoir travaillé spécialement, mais je sais que j'ai eu la chance, on va dire, de coacher certaines personnes. D'accord, ça t'aide aussi. Et donc, du coup, je vois aussi ce que ça fait d'être dans le coin et de dire des conseils où tu sais que ça peut aider la personne. Et la personne qui est à l'intérieur, elle les voit pas forcément. Et donc, j'ai été, et je suis toujours combattant. Donc, je vois aussi de l'autre côté où quand je suis dans la cage, je vais faire des choses, mais je sais que le coin, il est avec moi et il est là pour m'aider et qu'il voit des choses que oui, que moi, tu vois pas quand t'es et donc, dans du coup, le combat. je m'habitue à on me dit un truc, ok, je le fais tout de suite parce que je sais que c'est pour mon bien. Et c'est pour ça que pour moi, c'est quand même très important d'avoir confiance en son coin et d'avoir un coin qui te connaît parce que il y a des coins. On peut te proposer le meilleur entraîneur de la terre. S'il te connaît pas, il va te proposer de faire quelque chose. Parce que pour lui, c'est logique de faire ça. Il faut sortir, sauf que toi, tu sais pas le faire. Et puis si tu l'as pas travaillé avant. Exactement. Avant de continuer sur ton style, moi je me posais la question sur ton. Donc tu as été disqualifié sur coup de genou illégal. Pas disqualifié, il y a eu un no contest. No contest, ouais. No contest. Ouais, effectivement, c'est pas pareil. Et est-ce que justement ça vient pas de ce mélange de styles? À un moment donné, Non, en soi, pour moi, c'est pas un mélange de styles parce qu'il y a aucun style où tu as le droit de mettre un coup de genou à la tête de quelqu'un qui est au sol. Les 3 pieds au sol, ouais. Mais au Pride à l'époque. Là, pour moi, c'était peut-être un manque de lucidité parce que ça faisait un moment que j'avais pas combattu et au niveau cardio, je me sentais pas à 100%. D'accord. Même si je pense que ça s'est vu quand même. Et le truc, c'est que moi, sur le coup, en fait, j'avais déjà ma combinaison en tête. Je mettais mon crochet, j'allais mettre un genou au corps juste après. Sauf que je pensais pas que le crochet que j'allais mettre, lui, ensuite, il allait s'asseoir. Ouais. Et donc, du coup, au moment où il s'est assis, le genou, il arrive, sauf que c'est plus dans le torse, mais c'est la tête. Et mon genou touche sa tête au moment où ses fesses touchent le sol. C'est vraiment... Et donc, du coup, normalement, c'est dans l'action. Enfin, t'as plein de personnes. Là encore, cette année, je suis parti au Brésil. Il y a le coach de José Aldo, il me dit, mais à aucun moment, c'est disqualifié. Et là, normalement, t'as gagné. Après les Brésiliens. Voilà, mais c'est spécial, exactement. Mais enfin, voilà, ça a touché au moment. Alors, enfin, j'aurais juste mis des points en plus, des coups en plus. Avec les points, c'était gagné. D'accord. Donc voilà, comme on m'a dit déjà à la salle, j'ai réussi à ne pas gagner un combat où j'avais jamais KO l'adversaire. Donc voilà. Ouais. On m'a déjà remonté là-dessus. T'as fait quand même des sacrés guerres là, depuis que tu es revenu, depuis que tu as signé à UAE. Et d'ailleurs, pourquoi tu signes là-bas? Parce que tu as tellement de regards en Europe, en France. Comment ça se fait que tu t'es retrouvé là-bas? Alors, comment ça se fait? Il y a donc, un ami à moi, très bon ami à moi, qui est donc Salah Dekissi, donc, qui lui était déjà dans la région, en fait, qui combattait au Desert Force. À l'époque, et donc il avait combattu là-bas, et c'était un des premiers Français, donc du coup il avait le contact là-bas avec un des managers qui gérait là-bas, et donc qui m'a aidé, c'est Wissam Abienader, qui m'a aidé à trouver ce combat-là. Et moi, à l'époque où j'étais au Brésil, donc en 2018, j'avais signé au Phoenix.
qui était l'organisation phare là-bas, et contre Ibrahim El Saoui. Et sauf que ça s'est pas fait parce que l'organisation a fermé, pour plein de raisons. Bon, là, c'est autre chose encore. Et donc là, quand je recherchais à combattre, on me reproposait le même adversaire. D'accord. Cette fois, l'UE Warrior. Donc, Pas de sur souci, vas-y, on y va. Oui. Et donc j'y suis allé, j'ai fait le premier combat. Bon, ça s'est fini sur un no contest. Mais j'ai vraiment aimé l'organisation, ils m'ont super bien traité. Et ça s'est très très bien passé en dehors de la cage, même dans l'organisation. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, c'est parti. Et donc là, tu es sous contrat sur combien encore? Justement, on n'a pas fait de contrat. Donc moi, je suis pas en exclusivité. D'accord. Donc en soi, je peux combattre partout. Donc on peut bientôt peut-être te voir en France ou en C'est Europe. une éventualité. C'est une éventualité, oui, c'est possible. Nous, on aimerait bien te voir en France. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, tu es classé 3e, je crois, dans 3, ta catégorie en France. Et c'est top 1, je crois, à un moment donné. Ouais, avant la défaite. Avant la défaite, après, il y avait. En dernier combat, je crois que c'était en mars, j'étais repassé numéro 1. Puis ensuite, on partait en entraînement qui est Oumar Sy, qui est repassé premier après ce combat au KSW. KSW, ouais, tout à fait. Et tu tournes avec lui un peu aussi à combat? On tourne très souvent ensemble, on tourne très souvent ensemble. Non, pas à la Hatch, du coup. On s'entraîne parfois donc entre poids lourds. On a fait une petite équipe sur Paris avec plein de poids lourds, plein de clubs différents. Et donc on s'entraide tous ensemble. D'accord, c'est bien. Ça permet d'avoir cette émulsion et de se tirer vers le haut. C'est ça. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, la règle justement de quand tu as moins de 8 ou 9 combats, de ne pas avoir trop de différence de combats, ça te bloque pour trouver des adversaires et du coup des organisations combattantes en France? Moi, après, pour l'instant, j'ai pas encore été confronté à ce problème parce que justement, je combats à l'UE Warrior. Oui. Maintenant, comme j'ai dit, je suis encore ouvert à des propositions en France et oui, forcément. Est-ce que tu as des propositions pour les en soi, à part donc Oumar Sy avec qui je m'entraîne et Prince Aouanala avec qui je m'entraîne aussi, il n'y a pas tant de personnes que ça à 93 qui ont plus de 10 combats. T'as Jorik Montagnac. Jorik aussi, qui vient du Sanda aussi. On s'est affronté. D'ailleurs, oui, vous êtes on va revenir là-dessus. Et donc, du coup, lui qui n'a pas beaucoup de combats aussi. Tout à fait. Et donc, du coup, forcément, il y a plein d'autres personnes. Quand je vais à Marseille, par exemple, je m'entraîne avec Mehdi Tir aussi. D'accord. Pareil, ils ont pas assez de combats en soi. Donc, pour pouvoir que je puisse. Là, il n'y a pas longtemps, j'ai eu Lares, il y avait Jackie Jeanne, je crois, et Virgile Augin. Oui, mais ils ont 3. Et pareil, ils n'ont pas beaucoup de combats aussi. Exactement. Donc, du coup. Voilà, dans tous les cas, c'est compliqué de faire du franco-français en tout cas. Sauf s'ils changent un peu la règle, parce qu'ils peuvent la changer, ils peuvent donner des dérogations. Parce que plus on échange avec les combattants, j'ai l'impression que ça pose plus de problèmes que ça protège en fait les combattants. Avant, ça protégeait entre guillemets ceux qui ne sont pas au niveau, mais ça vient freiner ceux qui ont déjà un niveau trop élevé et qui ne trouvent pas finalement des gens. Parce que tu ne peux pas comparer un Baki. Qui a déjà un super haut niveau, bien sûr. À d'autres qui ont... Bien sûr. Après, c'est compliqué, même pour la fédération, je pense, de gérer tout ça. Il fallait instaurer des petites règles. Après, maintenant... Si on fait le parallèle vite fait, là, par exemple, avec Cédric Doumbé, qui est aussi dans ton club pied-point, pareil, il a ce problème-là aujourd'hui. On lui met des garçons qui sont peut-être pas à son niveau. Oui, parce qu'il a 2-0, 3-0 en MMA. Voilà, et puis, parce que... mais il a une grosse expérience derrière. C'est ça. C'est c'est par rapport à ce qu'il a comme expérience en pied-point. Un Karim Gadji, c'est un peu différent. C'est pareil, qu'un style de kickbox. Oui, mais pareil, même en soi, Karim Gadji, il a combattu en Pancras à l'époque, avant moi, il me semble. Oui, mais c'est pas les mêmes âges, c'est pour ça que je dis ça. Sans retirer tout son passé à Karim, mais quand tu as plus de 40 ans, c'est pas comme si tu en avais 28 ou 29. Ah oui, bien sûr. Tu sais de quoi on parle, Pardon ? Tu sais de quoi on parle. Je sais de quoi on parle, c'est pour ça. Non, mais voilà, je sais tout à fait que tu perds un tout petit peu. Un tout petit peu. Non, mais sincèrement, voilà. Quand tu as un garçon comme toi qui a 29 ans, qui est dans la force de l'âge, etc., logiquement, tu es quand même beaucoup plus puissant, tu as un cardio qui est super. Sûr. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Est-ce que tu as revu ton dernier combat ? Pardon ? Est-ce que tu as revu ton dernier combat ? Ah oui, je l'ai revu. Pas mal de fois. Mais On a pu échanger avec toi à ce moment-là, d'ailleurs. Alors, ce qui est, je pense qu'il doit être frustrant pour toi, tu me diras après. Quand on le regarde, en fait, il donne l'impression que c'est ton adversaire qui a fait le taf, qui a donné le coup de genou et qui t'a fini un grand M. This is what I'm talking about. This is where I think Parker just destroyed him. Oh my goodness! Kasua just destroyed him. He's hurt. He's out. He's out. He's got to move. Kasua's about to win this thing, and he does. On analyse vraiment le combat.
c'est toi qui te jettes sur son genou. Ah ouais. Après, t'es sonné et après, il te remet un coup de genou et après, tu tombes en grenade. Exactement. C'est ça le plus frustrant ou c'est autre chose Bah, en fait, bizarrement, moi, c'est un des seuls combats que j'ai perdu. Pourtant, c'était hyper important parce que c'était pour la ceinture. Ouais. Mais où j'ai pas forcément été frustré, enfin dégoûté. Forcément, j'étais dégoûté parce que j'ai perdu. Mais il y a des combats où tu perds parce que tu as fait le con et tu n'aurais pas dû. Là, en soi, c'est une erreur que j'ai faite, mais dans le feu de l'action, je pense qu'on refait le combat, je refais la même chose. Parce qu'en soi, je vois qu'il est sonné et je rentre sur lui pour le terminer, sauf que lui il me met un middle. Et même lui, il fait pas exprès en soi. C'est ça. Parce que lui, il envoie un middle. Et, puis toi, tu te jettes Et moi, je me jette sur son genou au moment où il envoie le middle. Et donc, du coup, je suis sonné. Et lui, après, il a juste à me terminer debout, je tombe. Et le grand pound, c'est terminé. Et pourtant, le début du round, je le domine à 100%. J'écoute ce que mon camp me dit. Et je suis plutôt à l'aise. Ouais, ça, je veux le dire parce que tu abordes le combat, t'es en maîtrise, quoi, c'est ça. Ouais, mais c'est ça. Je maîtrisais clairement mon combat. Tu dis ça va dérouler. Sur un coup, tout peut changer. Et donc, tu maîtrises tout d'ailleurs. Tu maîtrises en striking, en lutte. Ouais, je maîtrise en striking, au sol, partout. Voilà, sur tous les domaines, tu es au-dessus. Est-ce que le combat précédent, donc le combat contre Mohamed Amin, c'est peut-être le combat référence peut-être que tu as fait en MMA, et celui-ci, c'est peut-être non pas ton combat référence, mais peut-être ton combat expérience. C'est-à-dire que tu as peut-être appris de ce combat-là. Qu'est-ce que tu en ressors de ce combat-là? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose où tu te dis, ouais, je domine, j'ai tout fait bien, mais si je prends ce coup de genou, entre guillemets, est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai pas vu? Pour moi, en soi, dans le coup de genou, c'est plus le fait de me dire je me suis un peu jeté, alors que j'aurais pas dû. J'aurais dû vraiment prendre le temps de. Il est sonné, ok, je prends le temps et je le termine un peu plus tard. Alors que là, je l'ai vu, il était sonné, on est sorti du clinch, je mets un coup de coude, il retombe un peu en arrière, je refonce sur lui et voilà, je prends le genou. J'aurais dû peut-être plus prendre le temps en tout cas et pas me jeter. Maintenant, c'est hyper compliqué de le faire quand dans le feu de l'action, tu vois le mec il est sonné à chaud, tu te dis vas-y, c'est le moment. Maintenant voilà, après le combat contre Mohamed Amin, pour moi il était hyper instructif parce que c'était une grosse guerre. Et là encore une fois j'ai testé mon mental parce que je prenais des coups, j'étais là non, je peux pas t'arrêter comme ça, qu'est-ce qui se passe, non, il faut que je me lève. Et après c'était le côté où il fallait changer de stratégie, il fallait être intelligent et pas vouloir faire la guerre parce que je viens de base du pied-point. Et en pied-point, je l'ai touché, puis il m'a touché. Je me suis dit, en fait, c'est équilibré, sauf que j'étais sonné. Et le deuxième round, il commence, en fait, j'en parlais avec mes coachs, je vois deux adversaires. Je me dis, là, c'est chaud. Et donc, c'est là où il fallait être intelligent et arrêter de vouloir faire la guerre et montrer que je suis meilleur que lui en pied-point parce que j'aurais pu le retoucher, mais il aurait pu me toucher aussi. Et c'est pour ça que je me suis dit, bon, allez, on va aller au sol. J'ai vu qu'au sol, ça passait plutôt bien, donc j'ai fini le combat au sol. Est-ce que justement, c'est ça dans l'évolution de ton style qui a le plus changé? Tu es vraiment un combattant de MMA, mais maintenant, malgré ta grosse expérience en striking, tu n'hésites pas à aller au sol en fait. Bizarrement, je dirais pas que ça a changé mon style parce que je dirais que ça fait même un moment que je suis comme ça. Je me rappelle, j'avais fait le PFC Challenger, je crois, à Marseille. D'accord. Et j'ai affronté donc Hassan Rahat, qui est un ami maintenant aussi de Marseille. Et on m'avait dit justement c'était un gros striker, il était super bon en anglaise, donc de faire attention. Et c'était un tournoi, donc le premier combat, je gagne par soumission, il me semble. J'ai oublié son nom, désolé. Il essaie de m'amener au sol et je ferai une guillotine debout. Et le deuxième, donc je tombe contre Astraret, sauf que moi je ferai peut-être 1 ou 2 minutes de combat. Et lui il fait encore moins, mais il met un gros KO. Et donc on est censé se retrouver 1 heure après. Donc, je me dis bon, on va peut-être pas forcer le pied-point et essayer d'aller au sol parce que au sol, je pense pas qu'il soit aussi bon. Et donc du coup, dès ce moment-là déjà, j'essayais d'aller au sol en soi. À l'entraînement, j'essaye d'axer sur le pied-point, d'axer sur le sol, d'axer sur un peu tout. Et je préfère le pied-point. Mais en combat, je me dis je suis là pour gagner en fait. Donc je vais aller dans le domaine où lui il est le moins bon. Là, si on parle de ton pied-point, c'est vrai que tu as un style, pour un mec de ta catégorie de poids, assez aérien. Voilà, tu es fluide, tu vas toucher, tu vas ressortir, tu es facile. Ça nous rappelle quelqu'un d'autre qui joue dans l'UFC. Est-ce que la logique ne voudrait pas justement que, on sait qu'ils sont friands de garçons comme toi à l'UFC, parce qu'on manque de 93 kilos, on manque de garçons de ce type-là, comme tu es. Si tu gagnais la ceinture, est-ce que tu penses que l'UFC trouverait grand les bras ou c'était une possibilité? C'était une possibilité. Oui, on en avait déjà parlé. Il y avait certains mecs de MMA Junkie qui étaient venus aussi, qui en avaient parlé comme étant un prospect
pour ça. Donc oui, c'était possible, surtout que je dis dans la catégorie, j'étais sur 5 victoires d'affilée. Donc ça aurait fait une 6e, toute par finish dans les 5. Donc là, ça aurait fait une 6, peut-être ou pas, à voir. Et donc du coup, oui, forcément, c'était une porte qui était ouverte. Maintenant, elle n'est pas forcément fermée maintenant. Mais il y a encore du chemin à parcourir. Non, elle n'est pas fermée. Nous, on peut supposer que cette année, si tu continues à performer, logiquement, tu devrais… En tout cas, c'est la logique qui veut ça. Ce qui est marrant dans ton discours, c'est que tu prends ça avec sérénité et qu'on a l'impression que l'UFC, ce n'est pas un objectif, en fait, en soi, forcément. Pas forcément. Après, moi, en soi, le MMA, c'est quelque chose que je kiffe. J'aime vraiment ça. Mais oui, parce comme je dis, c'est juste un kiff pour moi. Tu bosses à côté. C'est ça, moi je travaille à côté. Tu es quand même combattant pro MMA et tu arrives à faire c'est ça, et je fais quand même des gros horaires. Donc du coup, forcément, parfois c'est un peu compliqué de m'entraîner. Mais voilà, pour moi, le MMA, c'est vraiment un bonus. Je fais ça parce que j'aime ça. D'accord. Et donc oui, l'UFC, si c'est possible et qu'on me propose d'y aller, je ne vais pas dire non. Mais maintenant, c'est pas parce que je ne vais pas à l'UFC que je serais triste, que je me dirais ah merde, j'ai pas réussi à faire ça. Parce que j'ai la chance d'avoir autre chose à côté et de m'épanouir autrement. Oui, c'est pas une finalité en soi. Exactement. Mais le KSW, par exemple, si on prend notre orga hors française, si tu appelles, tu dis oui? Non. Bon après en soi non, je dis non comme ça, mais c'est à voir. En soi on en a déjà parlé avec Hatch, notamment il y a une bonne relation entre le KSW tu as quand même un double champion et la Hatch Academy, exactement. Saladin. Mais moi en soi je me dis pourquoi j'irais au KSW et par ailleurs en soi pourquoi le KSW plutôt que l'UE Warrior. Donc ça veut dire que l'UE Warrior paye très bien aussi. Non, justement, le KSW je pense paye bien mieux que l'UE Warrior. Ah ouais, d'accord. Mais comme dit l'UE Warrior, je suis quand même très bien traité. Je préfère aller une semaine après mon combat à Abu Dhabi que t'as pas d'exclusivité parce que non mais justement voilà, t'anticipes ma question que voilà, il paraît qu'ils viennent en France. Là, d'ici quelques mois. Il fait l'étonner. Ils sont là. Non, je suis pas étonné. Ils sont là. C'est ça. Non, je suis pas étonné. Ils viennent ici, le KSW vient en France. Alors, nous, on subodore, c'est peut-être pour une ceinture pour Saladin. C'est ce que nous, voilà, on va pas. En soi, il est champion, donc non, mais voilà. ce serait même normal. Voilà, ce serait normal. C'est la suite logique, on va dire. C'est la suite logique. Nous, on ne trouverait pas ça non plus illogique que quelqu'un de ton envergure puisse aussi combattre sur cette carte-là. Comme un Cédric Doumbé puisse aussi combattre sur cette carte-là, tu vois. Ah oui, non, bien sûr. Voilà, parce que forcément, il faudra du franco-français pour attirer aussi du monde. Et aujourd'hui, des gens qui ne sont pas forcément signés et des gens qui ont une capacité à faire des beaux combats. Donc. Bien sûr. Non, après, en soi, quand je dis non, je rigole aussi. Enfin, je ne suis pas complètement fermé, encore heureux. Mais le KSW, c'est quand même compliqué d'y signer juste pour 1 ou 2 combats. D'accord. Ouais, il te faut vraiment des Cantine, contrats. c'est vraiment pour une longue durée. Après, il n'y a pas forcément d'exclusivité avec le KSW. Il faut savoir qu'on peut combattre quand même ailleurs quand on signe au KSW. Maintenant, je ne suis pas complètement fermé, mais je me dis en gros, au KSW, il y a Yann qui est maintenant. Il y a Oumar avec qui je m'entraîne qui est maintenant. À l'UE Warrior, il n'y a personne avec qui je m'entraîne qui est dans ma catégorie. Donc du coup, je me dis que je peux combattre contre vraiment tout le monde dans cette catégorie, contrairement au KSW où je serai amené peut-être plus tard à combattre contre des personnes avec qui je m'entraîne. Et ça, clairement, j'en veux pas. D'accord. Et maintenant, après, voilà, faut pas se mentir aussi, au KSW, ils boivent pas que de l'eau. Bon, même s'il y a le Warrior, il n'y a pas de contrôle. D'ailleurs, j'étais choqué aussi. Mais dans ma KT, c'est vrai que c'est quand même particulier. Donc, à voir. En tout cas, je ne suis pas complètement fermé, mais ce n'est pas une organisation qui m'attire plus que ça. D'accord, ok. Non, mais voilà. Moi, tu as répondu clairement. Clairement, donc, grosso modo, le One, par exemple, ça pourrait être possible aussi? Oui, bien sûr. Moi, après, comme je dis, je suis ouvert vraiment à toutes les organisations. Maintenant, il faut juste voir ce qu'ils proposent. En termes de combat, par rapport aux périodes aussi de combat, comme je dis, je travaille à côté, donc je peux partir quand je veux et où je veux. Mais ouais, bien sûr, je serai ouvert à tout type d'organisation, même française, que ce soit l'ARES, l'Hexagone, MMAGP, bien sûr, et d'autres que je n'ai pas citées, enfin les plus grosses, bien sûr. Donc moi je dis, appelez-le. On va voir Kevin Oumar combattre en France. Justement, une question si tu n'avais pas cette contrainte de travail, dans quelle partie du monde tu aimerais combattre qui te ferait rêver? Dans quelle partie du monde franchement,
Combattre aux États-Unis, je pense que c'est une chose. Maintenant, par expérience, je dirais le Brésil. Parce que t'as jamais fait de beaucoup combat allé au Brésil. là-bas? Non, j'ai fait des compétitions de jiu-jitsu. D'accord. Mais j'ai jamais combattu au Brésil. Et ouais, franchement, j'ai bien aimé. J'ai combattu une fois en Afrique, en pied-point du coup. C'est en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, ouais, c'est ça. Sanda Pro? C'est ça. Et un petit vol d'ailleurs, bon, on va pas en parler. Oui. C'est pas grave. De toute façon, t'étais attendu. Hein. Et ouais, voilà, franchement, ouais, je pense que Brésil ou Amérique latine serait pas mal, du combat pour voir aussi. Enfin, j'aime bien. Je me rappelle, oui, j'ai regardé ce combat où tu domines tout le combat. Et je pense que même ton adversaire, il. Voilà, moi après, mon adversaire, c'était l'organisateur de la soirée, donc. Forcément, c'était un peu biaisé. Mais bon, c'est pas grave, c'est de l'expérience aussi. Ça m'apprendra aussi à y aller préparer. Parce que j'étais parti un petit peu à l'arrache en me disant c'est bon, c'est rien, c'est du Sanda. Là, je connais. Ouais, voilà. Maîtrise. Sauf que j'aurais dû bien me préparer. Dernière question. Dernière question. Bah, signe s'il te plaît dans une orga française. C'est pas une question, c'est une supplication. Viens combattre en France. On veut te voir combattre en France. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Il y a pas mal de monde qui veut me voir combattre en France. Ça fait un petit moment maintenant. Non, mais depuis 2017, il me semble, j'ai pas combattu en France. Tu sais pourquoi je te dis ça? Après, j'arrête là-dessus, c'est que franchement, quand on parle de toi, je te jure que c'est vrai. On me dit, mais c'est qui? Ouais, t'es méconnu en France. C'est ça qui est impressionnant. Et on en connaît d'autres. Et dans ta catégorie, on ne te connaît pas suffisamment. Et quand on voit le potentiel que tu as, t'es UFC, t'es pas autre chose, t'es à ce niveau-là, voilà, c'est ça. Et on te dit non, comment ils peuvent ne pas le connaître? Tu vas à Arès, désolé, hein, mais il prend la ceinture. Tu vas à Hexagone, désolé, mais tu prends la ceinture. Je peux me tromper. Oh, tu vas procéder. Oh là là. Je peux me tromper. Mais franchement, non. Mais il prend la ceinture. Il prend la ceinture. Après, il prend la ceinture. Merci. Il prend la ceinture. Je suis désolé, mais franchement, en France. On va s'arrêter là, sinon il va s'envoler. Merci beaucoup, Kevin. Pour merci le temps. à vous. Merci à vous. Merci à vous. Jeep, je ne sais pas si je te remercie. Non, et à bientôt pour d'autres exclus à la bagarre. À très vite. À très vite. Merci beaucoup.